Très bien. Bonjour à toutes et tous. Bonjour à tout le monde. Salut Mathieu. Salut Arthur. Euh, alors, ce qu'on peut faire, parce que le temps que les gens arrivent, moi j'aime bien savoir où vous vous situez géographiquement, donc ça permet de savoir si tout fonctionne aussi. Donc, est-ce que vous pouvez mettre dans le chat, moi par exemple, je suis à Orléans, voilà. Toi, je sais pas où t'es Mathieu en ce moment. Là, je suis au bureau et du coup, nos bureaux à nous, ils sont à côté de Châtelet. D'accord. Ah, vous êtes pas loin de chez nous, ouais. Ok. Ah bah super. Bon bah je vois qu'il y a déjà du monde, super. Trop bien. Il y a un peu de partout là. Il y a des Toulousains, des Châtellerault, tiens, c'est de la famille pas loin. Je vais au Futuroscope ce week-end. Bon, voilà. Ouais, Strasbourg, c'est fou. Lyon, un peu de Paris. c'est Mais pas mal. C'est toute la France qui est présente là, ça fait plaisir. En tout cas, d'ailleurs, on a eu beaucoup d'inscrits. On est très contents. Donc ouais. merci. Ça veut dire que ça nous met un peu la pression parce qu'il y a des attentes sur le sujet. Donc tant mieux. Ouais, après, c'est un sujet où justement la continuité du parcours et tout, ça intéresse pas mal de gens, donc ça m'étonne Ouais, pas. c'est ce qu'on voit, oui, effectivement. Ah, il y a des Lillois. Très bien. T'es de là-haut, toi? Je sais pas, mon cœur bat souvent à Lille, je dirais. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est sympa comme ville, cela dit. Ok. Trop bien. Bon, je vois qu'il y a déjà pas mal de monde. On va pouvoir démarrer. Donc, alors généralement, donc nous, on a prévu avec Mathieu à peu près une demi-heure Hum. pour vous partager nos visions. Alors, c'est pas exhaustif, hein, évidemment. On a pris des angles, des partis pris, mais n'hésitez pas vous aussi à nous partager vos visions, vos intuitions dans le chat, justement, d'interagir avec nous pendant l'événement. En une demi-heure, on n'a pas le temps d'aborder tous les sujets, donc on a pris quelques angles qui nous sont chers, on va dire. Et puis sinon, on va se laisser un quart d'heure de questions-réponses à la fin. Donc il y a un onglet qui est dédié aux questions. Donc à ce moment-là, on va plutôt se focaliser là-dessus. Donc si vous avez vraiment des questions un peu structurantes, n'hésitez pas à utiliser cet onglet-là et pourquoi pas voter aussi pour les questions qui vous intéressent le plus. Donc voilà. Et puis on va pouvoir démarrer. Peut-être qu'on va d'abord commencer par se présenter, Mathieu. Donc je te laisse te présenter. Ouais, donc bonjour à tout le monde. Mathieu Penet, je suis le dirigeant et fondateur de Yago. Et bon, je vais y venir un peu plus longuement ensuite, mais Yago, c'est comme un service de relations candidats. On est là pour justement assurer une expérience qui soit vraiment 5 étoiles. Et ça, c'est le premier pilier, je dirais, chez nous, mais surtout l'enjeu clé qu'on adresse ensuite, c'est de revaloriser les bons candidats qui ont postulé précédemment dans les entreprises pour les faire repostuler aux nouvelles offres d'emploi. Et donc, en fait, on arrive à créer un nouveau canal d'acquisition de candidats extrêmement pertinents et ciblés sur les nouvelles offres des recruteurs pour les aider à recruter plus efficacement et plus vite. Parfait. Moi, ça faisait longtemps que je voulais faire un webinaire avec toi, donc je suis ravi. Ouais, c'est cool. C'est cool enfin de pouvoir matérialiser le truc et avancer. Ouais, je suis content. Ouais, non, franchement, je suis ravi. Et donc, moi, je suis Arthur, donc CEO de JobMaker. Je suis psychologue du travail de formation. Ça fait maintenant 13 ans que je suis dans la HR Tech. J'ai travaillé dans pas mal de startups que vous connaissez peut-être, des boîtes comme Assess First ou HelloWork notamment. Et donc, il y a 2 ans et demi, j'ai eu la chance de prendre la direction de JobMaker, qui est donc une startup qui a historiquement été créée par des coachs de carrière, en fait, qui intervenaient dans les organisations pour accompagner physiquement les collaborateurs dans justement leur mobilité interne, leur transition pro. Et en fait, ils ont constaté que physiquement, c'est difficile de passer à l'échelle pour pouvoir accompagner une majorité de collaborateurs qui en font la demande. Et donc, on a digitalisé 80% de l'accompagnement de carrière pour faire en sorte que les collaborateurs en autonomie, avant d'être reçus en entretien de mobilité, entretien pro, puissent justement réfléchir à leurs compétences clés, leurs réalisations phares, préparer leur projet professionnel et adopter une posture d'offreur de compétences lors de ces entretiens. On reviendra dessus un peu plus tard ensuite. Le programme du jour, si ça vous convient, puis j'espère parce qu'on n'a pas de plan B, donc on va l'accepter. Mais c'est d'abord donc voilà, on va vous partager quelques constats. Encore une fois, c'est ce qu'on s'est dit avec Mathieu. On s'est dit on va vous partager ces éléments-là. On pourra en faire beaucoup évidemment, mais voilà, comment est-ce qu'on en a amené, comment est-ce que cette réflexion est venue entre nous de faire ce webinaire justement pour ensuite vous partager des éléments très concrets, très opérationnels, vous permettant de pouvoir répondre à ces enjeux.
Puis, on va quand même faire un petit peu autre promo à la fin. Je m'en excuse par avance. Mais voilà, vous partagez aussi notre vision. Et puis, comment est-ce que d'un point de vue philosophique aussi, on aborde les sujets qu'on va vous partager. Donc, le premier constat qu'on voulait vous partager, alors peut-être que pour certains d'entre vous, parfois on enfonce des portes ouvertes et on s'en excuse, mais c'est toujours intéressant aussi de voir sur quoi est-ce qu'on se base aussi pour créer des innovations. C'est aussi ça, les constats. Et le premier constat, en tout cas, c'est que souvent, dans les organisations, les services RH sont assez silotés. Vous allez avoir des RH qui vont être spécialisés sur la marque employeur, d'autres sur le recrutement, d'autres sur la mobilité interne. Alors, parfois, ils font les trois, d'autres sur la paye, d'autres sur d'autres. Enfin bref, et tout ça fait que finalement, chaque RH a sa propre expertise et parfois, ça va créer des discontinuités dans le parcours collaborateur et candidat. Et donc, on va et le corollaire aussi parfois, c'est qu'on va du coup investir sur un sujet plus que sur un autre. Et moi, ça m'arrive souvent d'entendre des RH nous dire, non, cette année, par exemple, on va mettre le focus sur l'onboarding. C'est très bien, vous avez raison, parce que c'est une étape essentielle, évidemment. Mais si, en fait, derrière, on pense pas à l'après-onboarding, finalement, le risque, c'est qu'on crée une déception parce qu'on se dit, les 6 premiers mois, top, ça s'est super bien passé. Et puis après, on nous oublie et on a l'impression finalement que c'était, on va dire, le premier flirt et qu'après, finalement, il n'y a pas de continuité opérationnelle et donc ça peut créer des écarts importants. Donc c'est important vraiment de se dire, alors certes, on peut pas mettre on est parfois obligé de flécher les budgets par rapport à nos priorités, mais ça ne veut pas dire que c'est pas parce qu'on met pas de budget sur un sujet qu'il faut occulter les autres sujets. Et un autre constat que dans cette même vision aussi, et ça c'est souvent le cas, ce qu'on peut observer dans les grands groupes qui sont assez atomisés, où finalement, au nom du groupe, on va communiquer sur la marque employeur. Donc, on va avoir en entreprise A, on va valoriser la marque employeur d'entreprise A, sauf que derrière, il y a plein d'entités différentes et dans l'expérience collaborateur, on va avoir des entités. Et chaque entreprise est autonome dans la façon dont il va gérer l'expérience collaborateur. Et donc, on va avoir des entreprises qui vont, donc, dont l'expérience, la communication marque employeur va être assez homogène puisqu'ils vont communiquer au nom du groupe. Mais derrière, d'un point de vue opérationnel, vous allez avoir des entités qui vont être très à jour, d'autres très en décalage, et ça va aussi créer potentiellement des écarts entre les entités et une discontinuité opérationnelle entre l'expérience candidat et l'expérience collaborateur. Donc ça, c'est le premier constat qu'on voulait vous partager. Sur la partie, du coup, une logique de cohérence de parcours sur l'ensemble des tâches qu'un recruteur ou que les équipes RH doivent faire. C'est marrant, la semaine dernière, j'ai discuté avec énormément de HR VP. Et ce job est un job assez complexe parce que souvent, ça regroupe l'ensemble des composantes du métier de RH. Et en fait, je leur demandais d'évaluer un peu le temps alloué pour chacune des tâches. Et en fait, il y a un sujet sur la partie recrutement directement. Ils m'annonçaient à chaque fois entre 5 et 10% de leur temps qui était alloué sur la partie recrutement, en l'occurrence sur les sujets d'expérience candidat et l'énergie qu'ils pouvaient mettre dessus. Ils m'expliquaient assez simplement que, en fait, ils n'avaient pas assez de temps pour faire les choses et qu'il y avait trop de choses dans la to-do à faire et que du coup, c'était un peu le goulot d'étranglement. Et le chiffre des 88% des DRH et des RRH qui considèrent qu'il y a eu trop de trucs qui s'est rajouté sur la to-do list depuis 3 ans, en fait, c'est assez symptomatique de ce goulot d'étranglement que peuvent être les RH sur toutes les problématiques de à la fois recrutement, à la fois marque employeur, à la fois expérience candidat, très bien, à la fois relation avec les hiring managers ou les managers opérationnels qui recrutent, l'onboarding, le suivi des collaborateurs, le suivi des évolutions de carrière et tout ce qu'on peut proposer aux collaborateurs jusqu'à la sortie. Et en fait, il y a un truc où ça devient un empilement de tâches qui sont extrêmement difficiles déjà à piloter et surtout à avoir une cohérence sur tout le parcours. Il y a une forme de saturation en fait qu'on peut constater et qu'on peut voir, que tout le monde voit dans sa vie de tous les jours. Et c'est assez clé, je trouve, et c'est assez symptomatique des 2-3 dernières années. Oui, d'ailleurs, moi, pour rebondir sur ce que tu dis, on me dit souvent, j'ai pas le temps, je gère l'urgence. Ouais. Et en fait, souvent, l'urgent prend le dessus sur ce qui est important. Il y a j'aimerais bien, mais j'ai pas le temps.
qui est Ouais, voilà, souvent, c'est ça. souvent cumulé entre une conscience professionnelle assez forte et un enjeu d'être comme ça pris en étau entre les différents sujets et les différentes injonctions qui peuvent arriver un peu de tout le monde. Et surtout, en plus, ces tâches urgentes, enfin, on se rend compte que l'impact que ça va avoir sur le collaborateur, le candidat, en fait, lui, il le ressent pas. C'est plutôt d'urgence, des tâches administratives, finalement, qui sont pas très intéressantes pour le RH d'un point de vue opérationnel et qui, en plus, en termes d'impact, je pense, par migration et SIRH, on entend ça tout le temps. Je dis, OK, très bien, c'est certainement important de le faire. Mais en revanche, ça nous détache complètement du quotidien, parfois, du collaborateur et qui, lui, pour le coup, a des attentes à ce niveau-là. Ouais, exactement. Et du coup, en fait, on a un peu parfois un tuyau percé, c'est-à-dire qu'on va avoir, donc on va du coup, alors forcément mettre en place des campagnes. Donc on parlait de la marque employeur, ça va forcément générer pour vous beaucoup de CV, donc ça va générer des attentes aussi, c'est des attentes, puisque quand on fait de belles campagnes, derrière, forcément, si les gens ça les attire, c'est que vous avez réussi votre job. Sauf qu'in fine, sur une offre d'emploi, vous en aurez recruté a priori qu'un seul. Donc sur 50 CV, il y a peut-être, vous en recevoir peut-être 5 en entretien, je dis des chiffres au hasard. Et puis, il y en a un qui va être recruté à la fin. Dans le meilleur des cas, les 4 autres, vous allez quand même prendre le temps de les appeler pour leur dire qu'ils ne sont pas recrutés. Et c'est pas toujours le cas. Moi, l'autre jour, je discutais avec notamment mon client, un de mes clients chez Enedis, là, il m'a dit, ouais, là, j'en suis à mon 30e coup de fil depuis ce matin parce que j'ai appelé chaque candidat pour leur dire qu'on n'allait pas les recruter. C'est les managers qui font le job d'appeler ceux qu'on recrute. Bon, mais ils assument ce rôle-là. Mais ils parlent bien des candidats qui avaient reçu l'entretien. Mais il y en a peut-être 45 derrière qui sont pas reçus en entretien non plus. Alors, on les attire, on fait des belles campagnes, etc. Puis souvent, malheureusement, on prend pas le temps de au moins les contacter. Alors, par mail, évidemment, vous n'avez pas appelé chaque CV, c'est paraît évident, mais au moins les informer. Vous avez bien reçu que vous n'avez pas donné suite à la candidature, mais derrière, il y a sans doute, ça Mathieu vous en parlera mieux que moi, mais il faut aussi de continuer à maintenir la relation. Il ne faut pas trop me lancer sur le sujet parce que sinon, ça Ouais, va ouais. faire une demi-heure. Tu sais que. Non, attends, tu pourras en reparler de toute façon. Mais de la même façon, quand on travaille sur l'onboarding, finalement, et la formation des talents, en fait, c'est bien de. Évidemment, il faut former les talents, mais c'est aussi important de savoir ce que vraiment ils ont envie de faire pour justement pouvoir les accompagner dans leur trajectoire de carrière. Ça va être notre sujet, j'en parlerai un peu plus tard. Et puis de la même façon qu'on va faire en sorte de soigner l'onboarding de nos talents, j'ai quelques exemples comme ça, hein, donc c'est essentiel. Mais le jour où ils s'en vont, en revanche, là, pour le coup, il n'y a pas toujours, on ne met pas toujours en avant cette étape qui fait partie de la vie du collaborateur. Un jour, il va partir, c'est à peu près, statistiquement, c'est à peu près certain. Et moi, pour mon propre exemple, je pense à notamment 2 boîtes dans lesquelles j'ai travaillé, Access First et Lower, que ça m'arrive encore aujourd'hui de recommander des copains, des anciens collègues pour dire mais ça pas bossé chez eux, tu vas t'épanouir. En tout cas, moi j'ai vécu une belle expérience. Donc on peut aussi derrière imaginer une sorte d'alumni des anciens qui pourraient aussi être des ambassadeurs de votre organisation. Voilà. Ouais. Alors, essayons d'être le plus pragmatique possible pour faire en sorte qu'on puisse. Je pense que c'est le chat d'Arthur qui lui joue des tours. Essayons d'être le plus pragmatique possible aujourd'hui et d'essayer d'étudier les différents leviers pour regarder comment on peut. C'est ton chat, c'est ça, Arthur? C'est ça, ouais. Désolé. Ouais. Pas de problème. Qu'est-ce qu'on fait pour que ça change? L'enjeu, il est clé. Il y a des gens qui ont travaillé bien mieux que nous il y a quelques années sur comment est-ce qu'on soigne la globalité d'un parcours. Et en marketing, en relation client, ils ont déjà bossé pour nous sur justement quel était le parcours d'un candidat. Et l'enjeu là, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut s'inspirer directement du parcours client pour analyser comment eux ont fait pour avoir cette cohérence de parcours de A à Z. Alors, un schéma assez synthétique, mais qui en fait va vous parler directement. On a le parcours d'un prospect qui va devenir client, et en dessous, on a le parcours d'un candidat qui va devenir collaborateur. Il y a pas mal de similitudes, et il y a pas mal de choses qui sont à aller étudier. Il y a tout ce qui est avant achat avec les processus de découverte et de considération. Donc, comment est-ce qu'on fait pour aller transformer un client potentiel, un prospect, après quelqu'un qui va acter et transformer l'achat. En fait, quand on regarde le parallèle direct sur le parcours candidat, l'acte d'achat
il a longtemps été considéré comme étant juste l'acte de candidature. L'équivalent de l'acte d'achat, c'est vraiment l'action de recrutement derrière. Et il y a toujours cette même phase de découverte, donc avec tous les enjeux de communication de marque d'un côté quand on est prospect et communication de marque employeur. Il s'avère qu'en ce moment, de ce que nous on constate, qu'il y a un énorme chevauchement qui est en train de se faire entre marque employeur et marque commerciale, que ce soit en B2B ou en B2C, hein, et de plus en plus d'entreprises se mettent à parler de métamarque ou de one brand, donc la logique de il n'y a plus qu'une marque qui existe, parce que en fait, il y a pas mal notamment de candidats qui veulent boycotter une marque commerciale quand ils y ont vécu une mauvaise expérience, ou alors de gens qui ne veulent pas postuler dans des enseignes ou dans des entreprises parce qu'ils ont vécu une mauvaise expérience en tant que client. Donc bon, cette phase de découverte, elle est assez commune entre le prospect et le candidat. Ensuite, il y a la phase de justement comment on fait pour convertir le candidat, enfin, comment est-ce que le candidat va déposer sa candidature sur une offre. Il y a tout le parcours d'achat en ligne qu'on peut voir entre la phase de considération et la phase de complétion du panier où le profil met sa carte directement pour valider son panier ou alors passe en magasin. Toute cette phase-là, c'est exactement des leviers et des similitudes qu'il faut aller chercher dans la relation client pour nous, pour l'appliquer côté recrutement. Et ensuite, du coup, il y a la phase de recrutement et c'est là où, une fois que le prospect est devenu client, il y a toute cette phase de service et de fidélisation pour qu'il revienne derrière et qui en fait continue de s'inscrire dans une logique de partenariat avec la marque dans laquelle il a déjà été client, qu'on retrouve exactement dans la partie du parcours collaborateur ensuite. Donc ça, il y a toute la phase de comment est-ce qu'on va se mettre au service de la carrière du candidat, le mettre en situation de réussite dès sa phase d'onboarding, très bien, le mettre lui proposer les perspectives d'évolution dans son job en fonction de ses compétences et en fonction de ses souhaits, et chercher à le maintenir dans l'entreprise. La même démarche ce qu'on entend souvent un peu partout, c'est de dire il vaut mieux fidéliser un client plutôt que chercher à en acquérir des nouveaux non-stop. En fait, dans le parcours collaborateur, il y a exactement cette même logique. Il vaut mieux chercher à fidéliser parfois des collaborateurs en les faisant évoluer et en leur proposant des axes des parcours en fait, professionnels directement en interne, plutôt que aller rechercher les candidats à l'externe tout le temps. Est-ce que tu veux rajouter des trucs, Arthur? Oui, ouais, en fait, j'aime bien. Là, ici, j'attire notre attention sur un point. On a vraiment mis le mot fidélisation et pas le mot rétention. Pourquoi? Parce que c'est vrai que dans le marketing, parfois on parle de la rétention des clients et ça pourrait s'adapter, mais en fait, c'est pas très ambitieux comme terme, comme notion. Et en tout cas, nous, on préfère parler de fidélisation qui, derrière, implique forcément l'engagement du collaborateur et donc sa fidélisation. La rétention a cette notion un peu coercitive et autoritaire qui peut parfois, moi, je ne sais pas si demain je postule dans une boîte et que je vois que le DRH met en place des stratégies de rétention, potentiellement, je me questionnerais sur savoir ce que j'ai envie de candidater chez eux, quoi. Parce que forcément, je vais partir un jour, donc ça veut dire que c'est le moment où on sort les barbelés, et là, c'est plus possible. Donc, le choix des mots crée finalement traduit une intention. Et par analogie, moi, avec ma femme, je suis plus dans une stratégie de fidélisation que de rétention, par exemple. Et ça se passe plutôt bien entre nous. C'est beau. Voilà. Si on regarde directement tous les parallèles et qu'on essaye de mettre des mots sur des concepts qu'on peut avoir, on a vraiment essayé de regarder comment ça se passait. Hein. Il y a toutes les logiques dans le parcours prospect-client, toutes les démarches d'inbound marketing. On entend de plus en plus parler de comment attirer les candidats à vous plutôt que d'aller les chasser non-stop. Donc on parle d'inbound recruiting maintenant. Il y a des entreprises et même des entreprises qui commencent à former leurs équipes de recrutement pour être mieux qualifiées et mieux équipées sur cette logique d'attractivité naturelle des candidats. La réputation en ligne d'une entreprise, elle se joue effectivement avec le conglomérat, tous les feedbacks qu'il peut y avoir sur le parcours client, la manière dont ils sont reçus en magasin, est-ce que le site fonctionne bien et tout ça sur la partie prospect client. La marque employeur, maintenant, de l'autre côté, elle se joue autant sur ce que peuvent dire vos collaborateurs, vos candidats, ce que vous allez pouvoir essayer de pousser, quel est le discours de vos dirigeants, quel est le feedback qu'est-ce qui se dit dans les dîners en ville sur telle ou telle manière de gérer les collaborateurs chez vous. La marque employeur est un sujet qui devient aussi gros et aussi vaste que la réputation commerciale de l'entreprise. Et
Donc là, on l'a vu depuis allez, 10 ans, dans il y a des grosses logiques de simplification pardon, des process achats et des parcours. Dans la simplification du parcours candidat, il y a eu des tests qui ont été faits avec les candidatures en un clic et tout ça. Il y a oui, c'est bien de fluidifier et de favoriser la candidature du candidat. Il y a quelques bémols à mettre en place sur la simplification du parcours candidat, à savoir l'acte de candidature, quand il est un peu trop facile, en fait, ça dégrade la qualité des CV qu'on peut recevoir. Et du coup, il y a ce juste milieu à trouver sur comment est-ce qu'on fait pour simplifier, mais qualifier le parcours du candidat quand il postule, et de faire en sorte que, en fait, on puisse avoir un flux de candidats qui soit ciblé par rapport au poste. Tout ça, ça passe par justement la personnalisation du parcours et comment est-ce qu'on fait pour parler correctement à sa bonne cible de candidat. Et viennent ensuite toute cette partie, je dirais, service après-vente de chaque côté, donc service après-vente et service après-candidature. Comment est-ce qu'on fait pour que chaque humain qui s'est adressé à l'entreprise, qu'il soit client ou candidat, garde une excellente image de l'entreprise dans laquelle il a postulé. Et ça passe que par de la personnalisation, de la considération et cette logique de fidélisation derrière, de comment est-ce qu'on fait pour entretenir la petite flamme pour que le client continue d'avoir envie d'être client chez nous ou le candidat continue d'avoir envie de repostuler chez nous. Voire même le candidat continue à avoir envie de consommer nos produits. Si c'est quand on parle des marques, enfin, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais c'est vrai que notamment les grosses marques B2C, ça paraît. Alors, c'est absolument évident en B2C. Hier encore, j'étais avec les équipes de Decathlon sur ce sujet-là et ils le disent assez ouvertement eux-mêmes. 97% des gens qui postulent chez Decathlon sont des sportifs. C'est ça. Et une mauvaise expérience candidat flingue leur envie d'aller acheter leurs produits derrière. Mais en B2B, il y a les mêmes impacts derrière. Pardon. Les mêmes impacts derrière, voire même en encore plus décuplé. Je suis un cabinet d'audit directement. J'ai pas bien traité certains profils quand ils cherchaient leur premier job ou quand ils cherchaient un emploi chez moi. 10 ans plus tard, quand cette personne-là elle est devenue DAF d'une entreprise, en fait, elle va avoir envie de me sortir, moi, prestataire de cabinet d'audit, parce qu'il m'aura toujours dans le nez et il n'aura plus envie de travailler avec moi de toute sa vie. Et du coup, il va choisir un autre cabinet d'audit que moi et il y aura des répercussions de business qui seront assez fortes. Et on peut tous, sans trop faire d'efforts, je peux te donner des exemples de. Moi, je pensais à une amie qui avait été intégrée dans un process de recrutement d'une grosse entreprise américaine. Je ne vais pas la nommer évidemment. Puis dans le process avance, on est à tuer à toi, tout va bien. Elle a rencontré toutes les équipes, son futur boss, etc. Et puis en fait, finalement, elle n'a pas été recrutée. Mais puis au bout d'un moment, plus tellement de nouvelles, elle dit tiens, qu'est-ce qui se passe? On envoie un mail, pas de réponse. Elle appelle, pas de réponse. Puis 3 semaines plus tard, elle reçoit un mail. Nous vous remercions pour votre acte de candidature. Nous vous informons que malgré la qualité de celle-ci, vous n'avez pas été reçu. Point. Alors qu'avant, c'était à tuer à toi, limite on se claque la bise. Enfin, j'exagère, mais c'était. Ouais. Et c'est évidemment ça, c'est des très mauvais réflexes. Enfin, j'espère aujourd'hui que vous faites plus ça, mais en tout cas, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était un grand groupe, donc je me permets de. Et puis, de la même façon, une fois que la personne est devenue cliente ou que le candidat est devenu collaborateur, il faut assurer le SAV. Donc, il ne s'agit pas simplement évidemment, on le recrute pour la mission à l'instant T pour lequel on l'a projeté sur les 2-3 prochaines années. Néanmoins, derrière, effectivement, il faut veiller à sa montée en compétences. On ne recrute pas quelqu'un pour la même mission toute sa vie. De la même façon qu'on va derrière continuer à accompagner nos clients dans l'acte d'achat. Par exemple, on achète un meuble chez Ikea, c'est quand même pas mal d'avoir des tutos pour savoir comment le monter, par exemple. J'avais dit que je ne citerais pas de marque. Mais entre nous, ça va. Voilà, ça va, exactement. Et donc, derrière, en fait, ça implique une continuité opérationnelle, finalement. Et puis, c'est vrai que quand on recrute quelqu'un à un instant T, il faut que 3 ans plus tard, 1 an plus tard, 6 mois plus tard, il soit plus compétent que le jour où on l'a recruté. Donc, ça passe par, évidemment, des formations, des entretiens pour comprendre aussi quels sont leurs enjeux, etc. Ça passe également par de la communication interne. Donc, de la même façon, vous allez informer vos clients sur
les nouvelles innovations, l'actualité, les nouveaux produits, etc. Il faut faire le même effort auprès de vos collaborateurs qui d'ailleurs parfois travaillent dans ces services où ils informent leurs clients, donc ils peuvent aussi en retour attendre aussi une symétrie des attentions vis-à-vis de leur organisation. Et puis, on va aussi régulièrement aller questionner nos clients sur leur satisfaction, proposer de mettre des étoiles, faire des petits surveys, des petits sondages pour savoir s'ils sont contents de leur acte d'achat, savoir si il y a de nouveaux besoins qui émergent par rapport à leurs actes d'achat. Donc, de la même façon, en fait, il faut que ces entretiens carrière, par exemple, ou professionnels, qui sont obligatoires. Donc, comme ils sont obligatoires, profitez-en pour en faire quelque chose, un moment unique, un moment très singulier. De toute façon, soit on décide de subir un événement, soit on décide d'agir. Moi, je me souviens, il y a quelques années, peut-être un des seuls entretiens pro que j'ai eu, parce que j'étais plutôt côté entrepreneur généralement, on m'a dit, bon, on est d'accord, c'est purement administratif. Bon, évidemment, enfin, moi, j'étais déçu parce que je l'avais préparé en plus et forcément, non, profitez-en pour investir ces moments-là et les rendre vraiment singuliers et centrés sur le collaborateur. Donc vraiment, cette idée, c'est de continuer à faire je me souviens, j'avais assisté à une conférence. Alors, je vais son nom de famille, mais son prénom c'est Yalcine et il est DRH de la Caisse d'épargne des Hauts-de-France. Je vais pas dire que je suis une marque, mais voilà. Et en fait, lui, c'était un ancien directeur marketing et il avait analysé que dans son job, dans la banque, hein, il voyait qu'ils accompagnaient leurs clients sur 41 moments de vie. Donc, dans une banque, on accompagne nos clients quand ils déménagent, on accompagne nos clients quand ils ont leur premier enfant, quand ils font un prêt pour leur maison, etc. En fait, il dit, mais nous, au fait, il faut aussi qu'en tant qu'employeur, on ait ce réflexe aussi d'accompagner nos collaborateurs sur les moments clés, à la fois de leur vie. Alors, il y a des dispositifs pour ça, mais aussi de leur carrière. D'ailleurs, les deux sont liés. Donc, avoir cette vision, cette symétrie des attentions, ça nous paraît vraiment important. Évidemment, donc, favoriser la montée en compétences. Aujourd'hui, on est rentré dans l'ère de l'individualisation des trajectoires de carrière. Donc, de la même façon qu'on individualise l'acte d'achat, on a une vision singulière de nos clients. Il faut aussi, de la même façon, avoir cette vision pour nos collaborateurs. Et puis, de la même façon qu'on va proposer des systèmes de cooptation, de parrainage par symétrie, on peut aussi proposer des systèmes de cooptation, qui est un excellent moyen aussi pour mesurer l'engagement de vos collaborateurs dans vos organisations, puisque généralement, quand on coopte sa boîte, c'est qu'on est plutôt bien, quoi. Donc, c'est vraiment de se dire, tous les efforts que vous faites pour vos clients, vous pouvez aussi les appliquer pour vos collaborateurs. Et parfois, même si vous n'avez pas le budget pour acheter telle ou telle solution, au moins déjà en avoir conscience et vous dire, il faut quand même qu'on soit au rendez-vous des attentions, peut-être pas aussi bien que si on était outillé, mais au moins qu'on prenne ça en compte et qu'on ait une réponse qui plus tard sera sans doute plus musclée grâce aux outils que vous aurez pu déployer au fur et à mesure. On ne peut pas tout mettre en place d'un coup, on en est bien conscient. C'est à toi. En fait, ouais. C'est marrant. Donc, du coup, Arthur parlait tout à l'heure d'enlever le concept de rétention et de le transformer en une approche de fidélisation des candidats. En fait, des candidats ou des collaborateurs, le point clé, en fait, qu'on va aller chercher dans la relation client, c'est cette notion d'engagement qu'il peut y avoir derrière. C'est comment on crée l'engagement de ces candidats, comment on crée l'engagement de ces collaborateurs, comment est-ce qu'on arrive à être suffisamment proche de leurs attentes et à répondre à leurs besoins et de redéfinir les process en fonction de quelle est sa cible de l'utilisateur final, donc le candidat ou le collaborateur. Et c'est en répondant à ces attentes à lui qu'on va créer la satisfaction d'abord et après l'engagement. Et le point fondamental qui est en train de changer, je trouve, dans énormément d'entreprises, que ça soit tant sur la partie acquisition de candidats et recrutement que sur la partie suivi et gestion des collaborateurs, c'est cette notion d'engagement qui se développe et les différents points qu'on a pu lister là participent justement à cet engagement candidat et collaborateur. Si on regarde qu'est-ce que ça donne du coup sur cette approche de fidélisation, quand on fait quand on répond correctement à tous les candidats qui ont postulé dans votre entreprise, et que surtout on va maintenir le lien et maintenir l'engagement
et chercher à fidéliser les candidats pour leur reproposer les nouvelles offres d'emploi qui correspondent effectivement à leur profil chez vous, on s'aperçoit qu'il y a 19% des recrutements annuels qui se font et qui sont pourvus avec des anciens candidats qui ont été, je dirais, revalorisés dans le temps, recyclés ou réengagés pour aller repostuler sur les bonnes offres qui correspondent à leur profil et qu'ils soient enfin recrutés. 19%, ça valorise un peu le côté, on a tous conscience souvent dans le recrutement qu'on est un peu assis sur un tas d'or avec tous les anciens candidats qui ont pu postuler chez nous par le passé. En fait, il y a cette vraie logique de rendre la gestion de ces bases de candidats et de ces bases de vivier intelligentes et personnalisées pour maintenir la conversation et maintenir l'engagement des candidats. L'enjeu, c'est vraiment c'est toute la mission de Yago derrière, c'est de recréer un canal d'acquisition de candidats qui est pertinent, avec des candidats qui sont motivés et qui sont dispo, qui sont chauds à l'instant T pour rejoindre l'entreprise. Et c'est ça ce qui fait mouche. En fait, c'est le ROI phare chez nous en ce moment, c'est l'évaluation du combien est-ce qu'on arrive à gagner à travers cet engagement et cette fidélisation des anciens candidats. Là où tout le monde se met à galérer avec les canaux d'acquisition de candidats qui grimpent en flèche en termes de budget, les grosses plateformes Indeed, LinkedIn et tout ça, qui en fait augmentent leurs tarifs de 10 ou 15% chaque année, il y a une vraie logique de se mettre à recycler et réengager ses propres candidats pour être plus efficace. Si je regarde, en global, Yago, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un service de relation candidat où on vient prendre en charge, petit 1, le fait de soigner l'expérience candidat de chacune des personnes qui a postulé dans votre enseigne pour qu'ils gardent une excellente image. Quand je dis une excellente image, c'est qu'on a 85% de satisfaction des candidats. Quand il y a Yago dans le process de recrutement, il y a 85% des candidats qui sont satisfaits ou très satisfaits de l'expérience candidat qu'ils ont pu vivre. En NPS, ça correspond à un 61. C'est colossal. Et c'est ça ce qui permet d'aller après, justement, engager les candidats et les maintenir dans une forme de spirale positive avec l'enseigne et avec l'entreprise pour que, justement, ils repostulent aux bonnes offres qui correspondent à leur profil. Ils connaissent très bien l'entreprise. Ils sont motivés pour la rejoindre et ils ont les bonnes compétences. Et du coup, c'est ça ce qui permet de recruter plus efficacement, plus vite. Et c'est ça ce qui apporte les 19% de recrutement, notamment chez ADO, comme on vient de le voir juste avant. Donc là, on vient de voir comment fidéliser ces candidats. Maintenant, la question pour prolonger, c'est comment fidéliser ces talents. Alors, il y a plusieurs solutions, évidemment. Mais en tout cas, c'est que notre vision avec JobMaker, finalement, c'est qu'en fait, on est rentré depuis un certain nombre d'années dans l'ère de l'individualisation des trajectoires de carrière. Les collaborateurs ont besoin de se sentir compris dans leur singularité et accompagnés dans leur carrière pour justement, derrière, identifier avec son entreprise des leviers d'engagement afin d'identifier des missions qui fassent sens pour eux, dans lesquelles ils vont pouvoir s'engager, dans lesquelles ils vont pouvoir justement s'épanouir et se développer. Et notamment, je vais parler tout à l'heure d'un de nos clients Enedis, c'est assez intéressant, en fait, ils ont interrogé les candidats pour savoir les raisons pour lesquelles ils ont choisi cette entreprise. Et dans le top 3, ce qui ressortait, c'est que justement, Enedis avait mis en place tout un dispositif d'accompagnement des collaborateurs dans leur trajectoire de carrière. Donc, ça veut dire que dans un monde qui change, dans un monde où finalement les compétences d'aujourd'hui ne seront plus les mêmes que celles de demain, peut-être que le métier que vous exercez aujourd'hui va disparaître dans les 3-4 prochaines années. Il va falloir que vous pensiez de toute façon à faire évoluer votre trajectoire de carrière, d'avoir conscience que cette entreprise a pris en main ce sujet et va faire en sorte de maintenir notre employabilité, notre compétitivité sur le marché de l'emploi, que ce soit en interne comme en externe, et clairement un facteur d'attractivité et un facteur aussi de réassurance pour, en tant que candidat, de se dire, au moins, si un jour je pars d'Enedis, je sais que, entre guillemets, je serai bankable sur le marché de l'emploi. Et puis, en plus de ça, il y a tout un dispositif qui permet de vraiment faire carrière. C'est aussi la culture d'entreprise d'une entreprise comme Enedis de travailler la fidélisation de ses talents. Où, généralement, quand on vient chez Enedis, c'est pour faire carrière. Mais c'est vrai que ils sont vraiment à la hauteur des attentes par rapport à ça.
C'est vrai qu'aujourd'hui, la majorité des collaborateurs, finalement, en tout cas quand le cadre leur plaît, que la mission fait sens pour eux, ils ont plutôt tendance à quand même vouloir rester dans vos organisations. Donc, il va falloir capitaliser dessus aussi. C'est quand même moins risqué et c'est plus profitable pour vous de pouvoir recruter en interne plus qu'en externe, ça c'est clair. Vous gagnez en vélocité, vous gagnez en temps, vous gagnez en rapidité, en onboarding, etc. Et donc, c'est toute la promesse de Jammaker, c'est de permettre justement, avec vos collaborateurs, de les faire évoluer vers une posture d'offreur de compétences. Bien souvent, quand on reçoit des collaborateurs en entretien de mobilité, ils arrivent en vous disant, bah, tiens, qu'est-ce que tu as à me proposer? Moi, ça fait 3 ans que j'occupe le même poste. Et vous êtes là, bah oui, mais toi, qu'est-ce que tu as à m'offrir? Parce que nous, on a besoin aussi de savoir ce que tu as un peu ce que tu as sous le capot pour qu'on puisse t'accompagner vers une mission qui fait sens pour toi. Et donc, cette vision de se dire, bah, écoute, nous, on va t'offrir un cadre digital. Nous, c'est une solution 100% digitale qui va permettre de faire du point sur ta trajectoire de carrière, donc sur tes compétences clés, sur tes réalisations phares, sur tes priorités du moment. Donc, qu'est-ce que tu as envie de valoriser pour ensuite travailler sur ton projet pro, travailler sur ton pitch pour être percutant en entretien, aller identifier autour de toi les différentes les évolutions de ton métier, enfin, quels sont les métiers d'avenir qui sur la base de tes compétences aujourd'hui que tu devras développer pour pouvoir rester compétitif. Tous ces éléments-là, en fait, vont permettre aux RH de faire alliance avec leurs collaborateurs pour justement identifier que des leviers d'engagement et de fidélisation pour derrière continuer à les accompagner dans leur évolution professionnelle. Donc c'est tout l'enjeu de Jammaker finalement, c'est de rendre les collaborateurs acteurs de leur carrière et offreurs de compétences lors des entretiens de mobilité ou des entretiens professionnels. Sachant que c'est une solution 100% digitale et ça permet également de remettre le RH au cœur des dispositifs d'accompagnement. Le digital permet vraiment de passer à l'échelle, là où parfois le coaching en présentiel physique via des coachs externes, on a tendance à élitiser l'accompagnement, puisque évidemment, on ne peut pas proposer un coach par collaborateur, on se doute bien que ça coûterait beaucoup trop cher. Or, tout le monde va être amené à devoir, un jour ou l'autre, de manière choisie ou de manière subie, faire évoluer sa posture professionnelle, sa trajectoire de carrière. Et donc, Jammaker permet de passer à l'échelle à ce niveau-là. Désolé pour l'autopromo, mais voilà. Une intervention dans le chat sur le problème de la mobilité interne, c'est que les collaborateurs ont peur de parler de leur envie en frontal et souvent, en interne. Ouais. Nous, ce qu'on voit très souvent, c'est que nous, côté recrutement, ça arrive très souvent que les candidats préfèrent passer par le process de recrutement externe, enfin les collaborateurs préfèrent passer par le process de recrutement externe en se disant que ce sera plus facile pour valoriser leurs compétences alors qu'ils sont déjà dans la maison que de se fondre dans la masse des candidats externes, je dirais, pour être mis sur un pied d'égalité et pour montrer qu'ils ont le profil pour être capables de répondre aux exigences de leur souhait d'évolution. Et comme ça, ils bypassent un peu les process où ils doivent avoir la validation de leur manager ou de leur HRBP opérationnel, parce que comme ça, ils se remettent dans les candidats pertinents pour le job. Et en fait, le fait d'être déjà dans la maison, déjà dans l'entreprise, leur permet de valoriser et d'avoir une carte en plus à abattre. Et ça, parfois, on l'observe aussi dans des boîtes où justement, il y a de la rétention des talents dans les entités en tant que telles. C'est-à-dire que les managers ne veulent pas voir leurs collaborateurs partir, même si c'est pour une autre entité du groupe. Mais eux, ils veulent maintenir leurs équipes en poste. Et en fait, finalement, c'est évidemment extrêmement désengageant et ça peut donner l'effet plafond de verre où en fait, mon manager m'empêche de partir d'une certaine façon. Et donc, ça ne me permet pas d'évoluer. Donc, je vais devoir trouver des chemins de traverse pour parvenir à mes objectifs, quoi. Ouais. Et c'est vrai que l'anxiété est d'autant plus réelle. Je crois que tu faisais allusion à la question de Karine. Ouais, de Karine, c'est ça, l'intervention de Karine. Effectivement, ils ont peur d'en parler, mais c'est d'autant plus vrai quand on n'a pas la structure et le cas. Alors déjà, bon, il faut leur donner l'autorisation. Donc, ça veut dire qu'il y a de la communication interne. Il faut les accompagner pour ça. Mais si c'est juste, c'est pas simplement un message à transmettre, c'est aussi un cadre à préparer pour que justement cette expression puisse avoir lieu. Nous on dit souvent, l'entreprise avec les RH, eux, ils sont responsables du cadre dans lequel les collaborateurs, du choix des outils et du cadre favorable au développement des compétences. Le manager, lui, doit veiller à la montée en compétences des collaborateurs. C'est-à-dire quand on recrute quelqu'un, il faut faire monter en compétences, ça fait partie du rôle du manager.
Mais le premier acteur de tout ça, à partir du moment où le cadre est bien défini avec les bons outils, le manager est sensibilisé, bah, c'est quand même le collaborateur lui-même qui doit se prendre en main. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si lui ne se prend pas en main, vous ne pourrez pas le faire à leur place. Mais vous pourrez plus facilement leur dire de se prendre en main à partir du moment où vous aurez mis en place les outils et les dispositifs permettant de le faire. Sinon, ça devient une injonction sans solution. Mais pour vous aider pour ça, vous a préparé une petite anti-chaise. Vous pouvez screenshotter votre écran, sans doute qu'on le recommuniquera également, vous permettant justement d'un point de vue très opérationnel et peut-être aussi de se dire bon bah voilà un peu le parcours global, voilà les étapes sur lesquelles je dois être attentif et donc bah, des petits quick wins. C'est des choses qui peuvent être mises en place, qui vont pas forcément faire exploser vos budgets, mais qui peuvent vous permettre derrière d'avoir une réponse opérationnelle au sujet qu'on a soulevé. Donc ça, évidemment, ce qu'on l'a fait. Enfin, il faut remercier Solène surtout et Inès. Mais en tout cas, voilà ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Si on les rebalaye très rapidement, il y a le fait de ne pas perdre de vue vous-même l'anti-sèche 1, de ne pas perdre de vue vous-même comment se passe effectivement votre process de recrutement, votre process de collaborateur, je dirais, en le testant vous-même et en étant complètement clair sur quelle est l'expérience que vous proposez et en allant vous-même le faire. La deuxième, c'est cette logique de comment faire pour maintenir le lien avec ces différents prospects candidats, je dirais, et c'est de se mettre à aller avancer sur le maintien du lien avec le maintien du lien et le maintien de l'engagement avec vos candidats pour faire en sorte qu'ils aient toujours envie de vous rejoindre. Troisième levier, anti-sèche 3, le fait d'avoir une personnalisation très poussée, parce que ça fait partie des attentes des candidats, de la réception et du traitement des candidatures. Quatrième anti-sèche qui rejoint un peu la première, c'est en fait une logique qui vient de l'UX design cette fois-ci. C'est le fait d'aller poser la question assez ouvertement à vos utilisateurs de votre parcours candidat collaborateur pour recueillir leur feedback et savoir exactement quel était leur ressenti et quels sont les axes d'amélioration. Soit dit en passant, cette logique d'aller demander aux candidats qu'est-ce qu'ils pensent du process de recrutement, ça vous aide à les convaincre en interne pour aller faire bouger les lignes. Et ce n'est pas vous qui allez dire « Ah tiens, il faut qu'on fasse changer le process de recrutement », ce sont les candidats qui vont le dire directement. Donc en interne, politiquement, c'est implacable. Et c'est ça ce qui permet d'aller décrocher des budgets pour faire avancer tel ou tel sujet, ou c'est ça ce qui permet d'aller faire changer des mindsets sur des managers opérationnels directement, en leur disant, en fait, voilà le feedback des candidats, ce n'est pas moi qui viens contre toi pour te faire changer, c'est les candidats qui remontent ça, ensemble, viens, on va aller changer et améliorer le process. L'anti-sèche numéro 5, c'est cette démarche de rendre le candidat, rendre le collaborateur, je dirais, acteur de sa propre évolution de carrière en interne et justement de faire évoluer le mindset qu'on expliquait juste à l'instant en donnant un peu un accès tapis rouge aux collaborateurs sur les différentes annonces et évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre directement chez vous. Derrière, je prêche un peu pour ma paroisse, mais un candidat interne, un collaborateur qui est en interne et qui postule sur une nouvelle offre d'emploi, il est capital de soigner l'expérience qu'il aura en tant que candidat sur cette nouvelle offre, parce que sinon, on le perd définitivement. Ah, mais c'est clair. Et donc, il y a une logique d'expérience candidat, même auquel il faut faire attention, même sur des collaborateurs internes qui cherchent à se positionner sur des nouveaux postes. Et surtout qu'ils n'aient pas peur de candidater, parce que parfois, ils se disent, oui, mais si je me foire dans ma mobilité, ça me disqualifie, on va dire, pour au moins les 12 prochains mois. Et ça, il faut vraiment, évidemment, faire baisser la pression à ce niveau-là. Ouais. Et dernière anti-sèche, en fait, inspirer les collaborateurs avec des parcours qui ont déjà eu lieu et des évolutions qui ont déjà eu lieu, ça allumera la petite ampoule dans la tête de vos collaborateurs en vous disant « Hey, en fait, c'est possible ». Et du coup, il y a cette vraie logique de, à travers l'exemple de certains collaborateurs, de maintenir cet engagement et cette possibilité qu'ils peuvent avoir. Mettre en place des rôles modèles. Et ça, c'est aussi, on voit aussi, notamment à travers, alors, pour les politiques de mixité, à travers les femmes, c'est important de valoriser aussi
des parcours de carrière, mais il ne faut pas que ce soit toujours, parce qu'on voit dans la mixité, on a un programme dédié à ça aussi, spécifiquement pour les femmes. La tendance, quand on met en avant des rôles modèles, c'est toujours reprendre des top dirigeants, la femme Wonder Woman qui manage une BU de 3000 personnes dans tel pays. Alors, c'est formidable et tant mieux, heureusement que ça existe. Sauf que parfois, ça peut avoir tendance à complexer d'autres femmes et rendre et se dire, en fait, moi, ça veut dire que ça creuse un écart encore plus important. Et donc, c'est important de diversifier les rôles modèles. Et puis surtout, parfois, en fait, l'homme a fait, ou sa conjointe, peu importe, mais a fait le choix de s'occuper des enfants et pour que la femme puisse s'épanouir dans sa carrière. Enfin, il y a des raisons personnelles qui vont aussi permettre parfois à ce que cette trajectoire ait lieu. Et en fait, donc, c'est important de diversifier les rôles modèles et que ce soit pas toujours dans une version élitiste, mais montrer que c'est accessible pour toutes et tous. La mise en avant de ce rôle modèle, elle sert également sur l'Anti-Sèche 2 de montrer que vous êtes une entreprise qui permet à des collaborateurs d'évoluer en interne, est un levier d'attraction et de maintien de l'engagement des candidats, parce que ça leur montre que effectivement vous êtes en mesure de proposer ce genre d'évolution de carrière à vos collaborateurs ensuite. Exactement. Donc, tout se réutilise un peu de chaque côté. Ouais. Je vois qu'il est 45, 46 même. On a un peu essayé de répondre. J'ai déjà répondu à quelques questions qui arrivent. Au fur et à mesure. De toutes les façons, il y a, alors que ce soit Arthur ou moi, on est, je crois, très facilement alpagable sur LinkedIn. Ouais. Moi, c'est dire que j'ai l'impression de passer ma vie sur ce truc-là. C'est pareil. Donc, n'hésitez pas si vous voulez prolonger un peu les discussions et qu'on puisse avancer. On a essayé de vous donner le maximum d'éléments concrets et ce parallèle entre la relation client, enfin, prospect client et candidat collaborateur. Il y a une vraie démarche. C'est pas la peine de réinventer la roue. Autant aller piquer les bonnes idées directement et réappliquer les bons concepts chez nous. Exactement. Et puis, non, mais c'est vrai, en fait, les RH ont la chance quelque part de pouvoir bénéficier de ce qui a été fait avant vous, quoi. Donc, profitez-en aussi pour votre propre bénéfice. Exactement. Merci Arthur, c'était chouette de discuter avec toi. Ouais, c'était super. Merci pour votre participation. Tiens, tu as une question de Louisa. La différence entre Yago et un ATS. Ouais. L'ATS, c'est l'outil qu'utilise le recruteur pour suivre son process de recrutement. Yago, on est interfacé directement sur les ATS pour opérer. Donc Yago, c'est plutôt un service qu'un outil. On est là pour venir opérer justement ces différentes tâches. Donc la réponse d'un côté, on le fait pour le compte de nos clients. Yago, c'est plutôt un service qu'un outil. On est interconnecté sur l'ATS pour venir capter tous les candidats qui n'ont pas été retenus, leur répondre correctement, qualifier les CV des candidats, constituer des viviers et maintenir cet engagement auprès des candidats pertinents. Donc voilà pour la réponse. Et continuez Non, je vais dire continuez à suivre nos pages LinkedIn aussi. Enfin, nous, on fait souvent des événements. On a à peu près un webinaire par mois. Donc voilà, vous êtes toujours les bienvenus, évidemment. J'ai republié ce matin un baromètre qu'on a fait sur les leviers de fidélisation des collaborateurs 2023. Donc, tout ce qu'on a pu agréger comme données, on vous les partage. Donc n'hésitez pas aussi à vous nourrir de tout ça. C'est pour vous qu'on bosse. C'est vrai, tu vas te faire taper sur les doigts par ta responsable marketing, moi aussi. Je devais aussi parler du baromètre qu'on a fait avec l'IFOP sur l'expérience candidat et j'ai oublié. Bon, bref, il était chargeable sur le site de Yago sans problème. Voilà, tu l'as fait, c'est bon. C'est bon. Merci à tous. Merci beaucoup, très bonne journée à tous. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.